Et nous enchaînons à présent donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quel est le bilan des montres de collection, des montres d'investissement en 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci de m'inviter sur le plateau. Bienvenue, vous êtes le PDG de Chronos 360 et vous êtes venu d'ailleurs avec le Chronos Index que vous éditez régulièrement qui montre un petit peu les tendances du marché. Alors là, c'est les tendances du marché pour 2025 à la lumière de l'année 2024. Peut-être rapidement, l'année 2024, vous l'avez vécue comment ? Elle a été parfois un peu complexe pour les différents actifs. Comment ça s'est passé pour les montres de collection ? Alors c'est une année pour tous les actifs tangibles qui a été une année, on va dire, mi-figue, mi-raisin, hein, avec, on va dire, l'euphorie post-Covid est derrière nous. Comme les arbres, hein, les montres ne montent pas au ciel. Bien sûr, oui. Et ceux qui l'avaient oublié, ils le prennent un peu. Ils s'en sont souvenus en 2024, du coup. Ils s'en sont souvenus en 2024. D'accord. On a un marché, donc l'index Chronos Index, qui est sorti sur les tendances du marché de 2024, nous montre une contraction de 5% du marché de la seconde main. D'accord. Alors en face, on a un marché du neuf qui également s'est contracté. D'accord. Puisqu'on a une baisse de 3% du marché selon les chiffres de la Fédération horlogère suisse sur les 11 premiers mois de l'année. D'accord. Et donc cette contraction, on est sur un marché de 23 milliards d'euros avec plus de 14 millions de pièces vendues sur cette année-là. Alors le bon côté, c'est qu'il y a une correction qui a été sévère, mais la correction, elle était nécessaire. D'accord. Puisque ça a permis d'aujourd'hui d'offrir un nouveau point d'entrée. Ça a assaini un peu le marché, ça a permis effectivement de nouveaux points d'entrée, nouveaux investisseurs potentiels. Exactement. Sur des actifs qui étaient trop chers avant. D'accord. Des publics qui avaient quitté le marché parce que les prix étaient devenus aberrants et aujourd'hui ils reviennent sur le marché parce qu'on est redevenu sur des prix beaucoup plus accessibles. L'autre point aussi qu'on a constaté avec notre index, c'est la prédominance en termes de part de marché des Big Five. Hein. D'accord. Dans l'horlogerie, il y a 5 marques qui représentent 75% de part de marché, qui sont Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier et Omega. D'accord. Ces 5 marques, certaines ont tiré le marché, ont soutenu avec une certaine résilience et ont permis d'avoir une baisse un peu limitée, et d'autres ont bénéficié d'une croissance assez forte. Donc c'est un marché très concentré, si je comprends bien quand même, encore plus en 2024 que les années précédentes. Exactement, c'est un marché D'accord. qui est très concentré. Alors il y a plus de 100 marques horlogères de luxe sur le marché, mais dans ces 100 marques, il y a une dizaine qui font vraiment le cœur du marché avec plus de 95% de part de marché. Et dans ces 10 marques, vous en avez 5, celles que je vous ai citées, qui représentent les 3 quarts de la valeur du marché de la seconde main, mais aussi de celui du neuf. Ça veut dire que la correction qu'on a vue en 2024 aurait pu être plus forte s'il n'y avait pas eu justement ces Big Five qui soutiennent les prix. J'imagine qu'elles sont un petit peu moins décotées que le reste des montres, ou elles aussi elles ont subi finalement cette décote. Alors elles ont aussi subi une décote, mais de façon moindre. En fait, on a identifié un deuxième constat avec notre index, c'est que vous avez des marques, toutes celles qui sont positionnées sur le segment des prix accessibles, telles que Rolex par exemple, où vous avez une baisse qui est seulement limitée à 4%, alors qu'en face vous avez Patek Philippe et Audemars Piguet qui sont sur le segment ultra premium, où les baisses sont montées jusqu'à 9% de la valeur. Oui, bien sûr. Ça a été assez conséquent. Et à contrario, vous avez des marques comme Cartier qui a été en croissance de plus 1,5% et Omega qui a cru de 2,5% sur la période. Notamment, ces marques ont cru parce qu'ils ont un catalogue intemporel de produits accessibles tels que la Cartier Santos, la Cartier Tank ou encore la Omega Speedmaster et la Omega Seamaster qui ont bénéficié de lancements réussis par les marques sur les 24 derniers mois. Donc c'est quoi ? C'est le neuf qui a tirer le marché par rapport à la seconde main, c'est ça qu'il faut comprendre, ou c'est un peu caricatural de dire ça ? De toute façon, le neuf tire le marché, le neuf alimente la seconde main, parce que la production du neuf annuel se retrouve sur une période de 12 à 24 mois après sur le second marché. Donc c'est cette production vendue qui vient alimenter un stock qui dort dans les tiroirs, qu'on estime à plus de 400 milliards d'euros dans le monde. Et c'est ce stock, nous, c'est ce marché-là qu'on dessert, et c'est ce marché-là qui alimente notre offre de façon permanente. Alors, comme d'habitude, vous venez toujours avec des modèles iconiques favorisés, privilégiés par les investisseurs. Juste avant, un mot sur les tendances que vous anticipez pour l'année 2025, Pascal Exactement. Paul. Alors que ces tendances, j'espère que ça va être un vrai baromètre pour ceux qui veulent investir sur le marché des montres. On a identifié 3 tendances phares sur l'année 2024 qui vont tirer le marché sur 2025. D'accord. La première, c'est la forte croissance des montres vintage et pré-collector qui ne sont plus produites par les marques
marques. Donc en fait, la rareté et d'une pièce unique qui n'est plus produite au catalogue, ça donne l'impression au public de payer le juste prix et de ne pas avoir à supporter une prime à la disponibilité pour éviter les listes d'attente des marques en boutique. Et la deuxième tendance qu'on a constatée... Et donc ça, vous constatez effectivement que cette demande est croissante sur des modèles qui ne se font plus. Exactement. D'accord. Soit vintage, qui ont plus de 30 ans, ou soit pré-collector, qui ont entre 30 et une quinzaine d'années et qui ne sont plus produites. La deuxième tendance qu'on a constatée, j'étais venu en parler sur le plateau en septembre dernier, c'est la montée en puissance des montres en or et en métaux précieux. D'accord, qui accompagne le cours de l'or quelque part. Le cours de l'or. Et en réalité, les acheteurs retrouvent dans ces produits-là, ils ont l'impression de payer le juste prix et de bénéficier de l'effet rétention de valeur qu'offre l'or dans des périodes de crise comme celle qu'on vit. Et une troisième tendance phare qu'on a identifiée, c'est l'arrivée en puissance d'une clientèle féminine sur le marché qui a délaissé les montres bijoux au profit de montres sport chic unisex en 36 mm. Et l'avantage de ce type de pièce, c'est que ça permet d'être porté aussi bien par un homme que par une femme. Et en l'occurrence, ça permet de partager sa montre dans le couple et d'avoir une espèce de passion, de partager une passion commune ensemble. Donc il y a beaucoup de femmes qui commencent à acheter ces pièces et c'est un vrai potentiel de croissance pour le marché. Parce que quand on parle de montres de collection ou de montres d'investissement, on ne parlait pas de montres bijoux entre guillemets qui étaient dans une autre catégorie, mais là on voit finalement que cette clientèle féminine qui pouvait être avant un peu plus intéressée par ces montres bijoux vient supporter finalement les montres d'investissement aujourd'hui, les montres de collection. D'accord. De plus en plus de femmes qui poussent la porte de nos boutiques, qui viennent acheter des pièces, soit pour leur plaisir personnel, soit pour placer un peu dans une logique patrimoniale. Et cette nouvelle clientèle qui arrive est un vrai boost pour le marché. Et les pièces en 36 mm, du coup, ça leur offre une certaine liquidité. Et donc, du coup, les hommes achètent plus ces pièces-là, puisqu'à la revente, ça permet de le vendre beaucoup plus vite, soit une femme, soit un homme. Oui, ça fait un second marché plus conséquent. Exactement. Il nous reste quelques secondes, Pascal Paul. Rapidement, les trois modèles que vous avez identifiés comme étant porteurs potentiellement pour cette année 2025. Alors, pour les investisseurs, on a trois modèles phares qui sortent de l'index et qui sont des modèles qui ont été assez résilients sur l'année 2024. Le premier modèle qu'on conseille, c'est la Rolex GMT Master 2, dit Pepsi. D'accord. Alors, on l'appelle Pepsi en rapport à la couleur bleu-rouge de la lunette qui rappelle la fameuse marque de soda. Ce modèle a bénéficié d'une croissance de plus de 2% en 2024 et a été très résilient. Donc on le conseille. Le deuxième modèle, c'est la Patek Aquanaut, Patek Philippe Aquanaut, un modèle sport chic sur bracelet caoutchouc qui a eu une croissance de plus de 5% sur l'année. C'est une montre qui a été lancée en 1997 par Patek. Et le dernier modèle qu'on conseille, c'est la marque Cartier qui rentre dans notre palmarès pour la première fois avec le modèle Santos XL, qui est un modèle qui est très recherché par les millennials d'ailleurs, avec un côté art déco, avec les vis apparents, qui la rend très intéressante pour des nouveaux investisseurs, pour entrer sur le marché avec un prix qui se négocie autour de entre 5 000 et 8 000 euros de budget. Merci beaucoup Pascal Paul de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.